Donc, merci à tous de votre ponctualité. Merci de nous faire confiance. Merci de vous rejoindre à nous pour cette grande première. Alors, je suis l'animatrice, donc Cécile Deschaux pour ces visios de la Chambre de Haute-Marne. Les petites consignes habituelles, veillez à couper vos micros pour le confort de tous, mais j'entends pas trop de parasites sonores, donc c'est très bien. On va passer 1h30, 2 heures ensemble. Nous avons prévu dans le programme, après chaque intervention, de laisser un petit espace pour des questions. Donc, je vous invite pour les questions à utiliser le chat, ou en français dans le texte, c'est mieux, c'est la petite bulle conversée qui est en bas de votre écran. Donc, vous cliquez sur la petite bulle et vous écrivez votre question. Donc, chez nous, c'est Clara qui va être en charge d'avoir un œil sur les questions et pour en proposer quelques-unes ou une synthèse des questions qui seraient posées pour nos intervenants. Donc, on va aussi utiliser cette fonctionnalité converser. Je vous propose dès maintenant de dire qui vous êtes. En fait, on va faire un tour de table par cette petite interface conversée. Vous mettez votre nom parce que des fois, on n'a pas votre nom complet sur votre image, votre icône. Votre nom, votre structure et voilà, ça sera notre feuille de présence et ça nous permettra de mieux savoir qui était avec nous aujourd'hui. Si vous avez une question aussi et que si vous êtes présenté avant, il n'y a pas de souci, mais sinon remettez qui vous êtes. Puis on jouera à ce jeu aussi à l'oral, nous resituer les uns les autres. Donc, cette visio est enregistrée. Ça nous permettra de vous la proposer à la réécoute dans la foulée. Voilà, que dire d'autre? Tu peux passer la diapo suivante, Clara. Juste vous rappeler que la deuxième, c'est dans 15 jours et qu'on s'attachera à découvrir ce qui s'est fait et ce qu'il se fait dans le Loiret. Et puis aujourd'hui, encore la diapo d'après. Au menu, donc Marc, notre président de la Chambre de Haute-Marne, fera l'introduction pour ce cycle. Nous accueillerons un témoignage sur le syndicat de l'Armançon. Puis, il y aura un focus autour des demandes des éleveurs par le syndicat de l'Armançon, puis par le directeur d'un syndicat des eaux. Et on finira cette matinée par un focus sur les irrigants en Côte d'Or. Voilà, et une conclusion par notre référent sur les thématiques eau, Christophe Pron de la Chambre de l'eau. Marc, je te laisse la parole. Merci Cécile pour toutes ces précisions. Merci à tous d'être présents et d'avoir déjà pris l'initiative de couper vos micros. Je vois qu'on commence avec des bonnes habitudes sur les visios. Vous souhaitez une très bonne année 2021. En introduction sur les raisons qui nous ont poussés collectivement au Haute-Marne à vous parler de stockage de l'eau. Bien évidemment, les épisodes climatiques que nous avons connus dernièrement, à la fois pour de très grandes quantités d'eau, notamment pendant l'hiver, et des tensions importantes. Dès le mois d'avril, pour que je sais, l'année dernière, au niveau sécheresse, où on avait déjà des éleveurs qui nous demandaient s'ils allaient pouvoir aller pomper dans des rivières pour abreuver leurs animaux, mais aussi sur les périodes estivales où des conflits d'usage de l'eau commencent à apparaître entre l'agriculture, les collectivités. L'agriculture entraîne entre les irrigants, les non-irrigants qui font des grandes cultures, les éleveurs qui ont des besoins à la fois pour abreuver les animaux, mais aussi pour les aspects sanitaires de nettoyage de salles de traite, par exemple. Ça fait beaucoup de choses sur les thématiques de l'eau et encore donc des thématiques de stockage de l'eau. Donc voilà, avec des agriculteurs qui ont eu des autorisations d'installer des bâtiments hors réseau et qui, l'année dernière, se sont retrouvés avec des situations vraiment compliquées. Pas sur de très grandes périodes, mais 15 jours sans eau pour des éleveurs allaitants ou l'été, c'est vraiment compliqué.
pour la santé, notamment des animaux. Refaire un petit point sur les excusés. On a les excuses du président du conseil régional et du président du conseil départemental de la Haute-Marne. Je sais que M. Vondel suit, je l'ai vu dans les présents. Merci de votre présence. Les excuses aussi d'Alain, mon homologue de l'Aube. Et du coup, on s'est organisé aussi pour montrer les implications en Haute-Marne. Et c'est moi qui fais l'introduction et donc l'élu référent au Pascal. J'ai écorché pas ton prénom. Christophe. Oui, c'est moi qui mélange les prénoms. Donc Christophe, tout à l'heure, en fin de matinée. Rappelez donc que le webinaire est enregistré et qu'on pourra donc le rediffuser à ceux qui n'auront pas pu ou qui auront la volonté justement de le partager à d'autres qui n'ont pas eu cette chance. C'est pas mal pour cette longue introduction. Je te le redonne la parole, Cécile, et je vous souhaite une très bonne matinée. Merci. Sans plus attendre, on va donner la parole à nos premières témoins, première intervenante, Julie Berthoud. Je vous laisse la parole. Partagez votre écran. Merci. Et donc, on a Clara, je ne l'ai pas dit, mais c'est Clara, notre animatrice, qui est notre maître du temps. Donc, Clara, tu as toute légitimité pour nous dire si on déborde ou pas. Vous avez coupé votre micro, Mme Berthoud. Voilà, c'est revenu. Non, c'est bon. Tout le monde entend bien? Oui. Ok. Donc, une première présentation sur le projet de territoire pour la gestion de l'eau Serein et Armançon. Je vais vous détailler petit à petit le territoire et ce qu'est un PTGE. Donc, on a ici le territoire Serein et Armançon, qui va plus loin donc, que le périmètre du syndicat mixte du bassin versant de l'Armançon. Et qui, donc, ce territoire où un projet de territoire pour la gestion de l'eau a émergé, caractérisé notamment par une plus grande proportion de bovins par rapport aux habitants. Donc 140 000 UGB environ pour près 120 000 habitants. Et une proportion également non négligeable de volailles. Donc pas mal de... ça laisse supposer de nombreux usages, que ce soit donc évidemment pour l'alimentation en eau potable, qui est l'usage prioritaire, mais aussi pour l'agriculture, comme donc, que ce soit l'irrigation, qui, mine de rien, est assez peu présent également en Côte d'Or. Excusez-moi, est-ce que vous avez moyen d'agrandir votre écran? Parce que pour nous, c'est petit. Non, c'est pas le bon écran qui est partagé alors. Ouais. Parce qu'en fait, on voit la diapo suivante en même temps. Alors. Je pense que c'était la bonne piste là que vous aviez. On avait déjà eu une image qui était plus grande. Et là, c'est redisparu. Oui, je tente de recommencer. Est-ce que c'est mieux? Ah, c'est parfait. On ne voit pas toute la carte encore, mais elle va arriver. Vous avez le grand écran? Nettement mieux, merci. Ok, très bien. Donc, je reprends sur les enjeux du territoire Armançon et Serein. Donc, principalement l'eau potable, évidemment, qui est un des enjeux prioritaires et un des usages prioritaires. On a également de l'irrigation, même si c'est sur le territoire bien moins présent que sur d'autres. Un petit peu sur la partie iconaise, mais assez peu en Côte d'Or et dans l'Aube. Un gros enjeu d'alimentation du bétail, principalement en Côte d'Or, que ce soit sur le Serein et sur l'Armançon, mais également donc, sur les territoires où les bovins sont présents au niveau de l'Armance, dans l'Aube.
Sur le Serein, au niveau du Chablisien, évidemment, de la viticulture. Quelques industries, donc surtout sur la partie iconaise autour des principales agglomérations de Migène et de Saint-Florentin. Le territoire, donc au niveau de l'Armançon, est également traversé par le canal de Bourgogne, qui longe l'Armançon sur une grande partie et prélève beaucoup sur l'Armançon, qui est également à prendre en compte. Et ensuite, des usages qui sont l'hydroélectricité, donc tout ce qui est loisirs, pêche. Donc, pas mal d'enjeux à concilier. Comme je disais, l'eau potable est un des enjeux majeurs. Suite aux sécheresses de 2018 et 2019 notamment, l'Agence régionale de santé a demandé aux communes de leur faire remonter les tensions qu'elles auraient pu connaître. Et donc, cette carte recense les tensions qui ont été recensées par les communes. C'est loin d'être exhaustif, mais c'est un premier aperçu où on voit que déjà, que ce soit en 2018 en fond plein ou en 2019 en hachuré, pas mal de communes, principalement en Côte d'Or, ont connu des tensions plus ou moins importantes, pouvant aller jusqu'à l'alimentation par camion-citerne. Sachant que sur ces territoires, notamment en Côte d'Or, ça se superpose en plus aux tensions pour l'abreuvement du bétail ou les usages, à la fois des usages pour l'eau potable et l'abreuvement du bétail, donc un manque d'eau. Entre 2018 et 2019, au total, c'était entre 15 et 21 communes qui ont été concernées par des tensions sur l'eau potable. Et donc environ entre 4 000 et 5 000 habitants. Noter de plus donc un impact fort du canal de Bourgogne sur les milieux aquatiques avec donc des prélèvements pour le maintien du niveau du canal de Bourgogne, et notamment en période d'étiage où ils peuvent prélever, avoir des dérogations pour prélever au-dessus de ce qui est censé être laissé au milieu aquatique pour leur bon fonctionnement. Sans étonnement, donc un territoire très, très agricole avec 40% de terres arables, pas mal donc environ 30% de forêt sur les deux bassins, donc Serein et Armançon, et une part non négligeable de prairies, principalement donc localisées en Côte d'Or et sur l'Armance, sachant que donc il y a des disparités à chaque fois entre les sous-bassins versants. Et un cheptel également donc localisé principalement en Côte d'Or sur l'Armançon, qui est en lien donc avec la forte proportion de prairies sur ce territoire, et donc également sur l'Armance où la proportion est non négligeable vis-à-vis de la surface, et un peu plus et un petit peu également sur le Serein au niveau de la Côte d'Or. Donc comme je disais, donc, les sécheresses récentes ont des impacts sur l'eau potable, sur l'alimentation de bétail, mais également sur les milieux aquatiques et les cours d'eau. Donc avec des impacts qui sont importants, que ce soit sur la rupture de la continuité écologique, une élévation des températures, une baisse des débits, donc une concentration des polluants, qui est en lien ensuite également potentiellement avec l'eau potable, donc une eau de moins bonne qualité pour l'alimentation en eau potable, et jusqu'à l'assèchement de certains cours d'eau avec la mort des organismes. Sur ce graphique est représenté le nombre pour les cours d'eau qui sont suivis par le réseau ONDE, qui est l'Observatoire national des étiages. Sur les 17 cours d'eau suivis sur le territoire Serein-Armançon, le nombre de cours d'eau en a sec, il n'y a plus d'eau qui coule, l'écoulement est non visible, il y a quelques flaques, où il y a un faible écoulement visible et où l'écoulement est tout à fait correct. Et donc, donc on voit que ces dernières années, sans surprise, beaucoup de cours d'eau ont été en sec et aucun cours d'eau n'était présenté un écoulement visible.
ce qui montre l'impact également important de ces sécheresses sur les milieux aquatiques. Donc, maintenant qu'on a présenté un petit peu le territoire, qu'est-ce qu'un PTGE, donc projet de territoire pour la gestion de l'eau? Ils ont été instaurés à la base en 2015 et ont été remis, on va dire, au goût du jour par l'instruction gouvernementale du 7 mai 2019, qui a donc promu ces projets, notamment vis-à-vis des sécheresses qui touchaient le territoire. C'est une démarche vraiment globale, construite avec les différents acteurs du territoire et qui a pour but d'être sur un périmètre cohérent d'un point de vue hydrologique et ou hydrogéologique, donc sur un bassin versant ou alors sur la même masse d'eau souterraine. L'objectif du PTGE, c'est d'aboutir à un engagement de l'ensemble des usagers pour donc, à la fois atteindre l'équilibre entre les besoins et les ressources, et également préserver les milieux aquatiques et humides et anticiper le changement climatique. L'instruction de 2019 remet également l'accent sur la préservation de la qualité des eaux. Évidemment, l'objectif est d'avoir de l'eau en quantité pour les différents usages, mais également en qualité. Donc, d'anticiper le changement climatique en privilégiant les actions dites sans regret, qui sont utiles quels que soient les scénarios. Et à la fin, le PTGE doit aboutir vraiment à une répartition de l'eau disponible par usage sur l'année. D'où l'intérêt de travailler à une échelle cohérente et avec l'ensemble des acteurs, pour prendre bien en compte l'ensemble des usages. C'est un processus qui se fait en environ 2-3 ans. Il y a d'abord une étude d'élaboration qui prend, comme toutes les études, d'abord qui réalise un état des lieux, quelles sont les ressources sur le bassin versant, quels sont les besoins, les différents usages, niveau prospectif, comment les ressources vont évoluer vis-à-vis du changement climatique, pour ensuite aller vers la stratégie en concertation avec les différents acteurs, et quelles sont donc les solutions qui peuvent être mises en place pour mettre en adéquation les besoins et les ressources. Donc avec au final des actions très concrètes qui sont élaborées dans un programme d'action pour ensuite une mise en œuvre. C'est l'étude d'élaboration qui dure environ 2-3 ans. Sur le périmètre Serein-Armançon, étant donné qu'il y a déjà pas mal de connaissances qui ont été acquises sur ces thématiques-là, que ce soit au sein du syndicat mixte du bassin versant de l'Armançon ou le syndicat du Serein, l'étude d'élaboration, on table sur 2 ans, et si ça peut être plus court, tant mieux. Donc, comme je l'ai dit, l'idée d'un PTGE sur le bassin versant est venue du constat des tensions qui étaient grandissantes, avec pas mal de conflits d'usage, que ce soit sur l'eau potable, sur l'abreuvement du bétail, et donc le souhait d'aller vers des solutions, des actions concrètes. Et en même temps, vu que sur le bassin versant de l'Armançon, il y a un SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux, donc un outil de planification prenant en compte toutes les thématiques de l'eau, le PTGE vient s'appuyer sur le SAGE et approfondir le volet quantitatif pour après que les deux soient liés et puissent que le volet du SAGE, que le SAGE puisse prendre en compte les dispositions du PTGE. En 2020, suite à l'émergence de ce projet, il y a eu tout un travail qui a été fait sur les territoires au niveau de la validation du périmètre et la concertation pour élaborer un cahier des charges. Et l'étude d'élaboration démarre dès maintenant pour 2 ans. Le lien entre les PTGE et les retenues, il faut savoir qu'en 2015, initialement, les PTGE étaient vraiment réalisés uniquement sur des territoires où il y avait des projets de retenue de substitution et directement en lien.
ce qui fait que ce n'était pas du tout préconisé sur des territoires comme le bassin versant de l'Armançon ou du Serein. Et c'était également seulement réalisé sur des territoires en déficit quantitatif important. Ce qui n'est pas le cas, mine de rien, de notre territoire, qui n'est pas en zone de répartition des eaux, par exemple. Toutefois, à partir de 2019, l'État a souhaité élargir vraiment ce dispositif et l'inscrire dans une démarche plus globale qui prend en compte la qualité des milieux, la qualité de la ressource en eau et anticipe le changement climatique. Donc, on se détache un petit peu vraiment de la notion directement de retenue-substitution pour prendre en compte toutes les solutions possibles et un contexte plus large. Mine de rien, l'objectif du PTGE, qui est toujours affiché, est d'aboutir à une définition des volumes d'eau par usage, qui va logiquement détailler également les volumes d'eau qui sont attribués au stockage d'eau existant, et définir s'il y a besoin des volumes d'eau qui peuvent être attribués à de nouveaux ouvrages qui auraient été identifiés. Donc tout ça se fait vraiment en concertation avec une évaluation des besoins en eau, une évaluation des ressources, et ensuite une réflexion sur quelles sont les meilleures actions à mettre en œuvre, avec une étude économique et financière qui est réalisée pour regarder le niveau des coûts et du bénéfice de chaque action, lesquels sont les plus rentables, et également avoir une vision d'ensemble sur le bassin versant pour qu'une action ne vienne pas, ne se fasse pas au détriment d'un acteur ou d'un autre, et donc avoir une logique vraiment de bassin versant. Au niveau du PTGE, la concertation est très importante et c'est pourquoi il y a un but d'éviter les conflits d'usage et d'aller vers des solutions partagées, concertées, et de ne pas se précipiter forcément sur des solutions immédiates, malgré les sécheresses importantes qui affectent grandement l'agriculture, mais de réfléchir à ces solutions à l'échelle du bassin versant, avec les différents acteurs, et de voir quelles sont les meilleures solutions et comment elles se placent par rapport à l'objectif général d'équilibre entre les ressources et les besoins. Donc le PTGE, comme j'ai dit, va démarrer dès début de cette année pour 2 ans, et donc va solliciter tous les acteurs, notamment les chambres d'agriculture, mais également les syndicats d'eau potable, le service de l'État, c'est l'ensemble des acteurs du territoire qui vont être sollicités. Pour faire à la fois cet état des lieux et ensuite élaborer le programme d'action. On va peut-être passer directement à la deuxième partie avant de prendre des questions, vu que la deuxième partie peut venir en appui de cette partie sur le PTGE. Ok, on fera des questions. Il y a peu de questions, quelques 2, 3 peut-être maximum. Ça va compléter et nous donner aussi une idée plus large. Oui, bonjour, Éric Launois, Chambre d'agriculture de l'Aube. Bonjour Éric. Vous m'entendez? Oui. Bonjour Cécile. Bonjour. Moi j'aurais une petite question. Ah ben non, on a dit qu'on les fait après les questions. Ah, on les fait qu'à la fin, d'accord. Non, juste après l'intervention de Mélanie Devel. Ok. Très bien. Pourtant, on avait... Alors, je démarre du coup. Bonjour à tous. Donc, Mélanie Devel, effectivement. Je suis animatrice agricole au syndicat de l'Armançon. Et donc, pour faire le lien avec ce qu'a dit Julie, c'est vrai que le PTGE est un outil qui est très intéressant d'un point de vue répartition des usages, mais qui prend effectivement un petit peu de temps. Donc, on peut se poser la question de répondre assez rapidement à certaines demandes. Et on a notamment, nous, été sollicités pour une problématique abreuvement en Côte d'Or qui est assez généralisée.
Et donc, effectivement, on n'a pas attendu, on n'attend pas les conclusions du PTGE pour commencer à apporter quelques réponses sur notre territoire. Mais on prend certaines précautions pour ne pas avancer les conclusions du PTGE. Alors, au niveau de cette problématique, effectivement, comme ça peut être sur de nombreux territoires, on constate un manque d'eau estivale qui est récurrent, notamment en Côte d'Or, et qui entraîne des perturbations fortes au niveau des usages. Et notamment sur le territoire sur lequel on est intervenu, c'est des usages qui sont liés à l'alimentation en eau potable et à l'abreuvement du bétail qui sont liés, puisque en période critique, l'abreuvement ne peut plus être réalisé sur des ressources naturelles et du coup va se répercuter sur les ressources d'alimentation en eau potable, ce qui peut créer un déficit pour l'alimentation humaine. Voilà, donc on a eu des sollicitations de la part de communes et d'éleveurs pour travailler sur ces questions et ces problématiques. On a mené une concertation avec les éleveurs du territoire pour recenser les points qui étaient problématiques en lien avec ces usages. Et les deux grosses problématiques qui sont ressorties, c'est évidemment le transport de l'eau. Puisqu'il se fait effectivement quand les ressources naturelles ne sont plus disponibles, eh bien, c'est en période critique qu'il faut aller chercher de l'eau et ça peut être de l'eau potable justement, mais ça nécessite quotidiennement de faire des allers-retours pour apporter au pré directement les ressources en eau, et c'est extrêmement chronophage, surtout en période estivale où on a potentiellement d'autres activités à mener. Effectivement, le deuxième point problématique, comme je vous l'ai dit, c'est la disponibilité de la ressource qui n'est plus là où elle aurait pu être en conditions normales. On a donc réfléchi à des propositions de solutions qui soient alternatives pour l'abreuvement du bétail, tout en ayant en tête d'être dans l'exercice de notre compétence, qui est la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et humides. Donc, une des solutions qui a pu émerger, et évidemment, on est loin d'imaginer que c'est la seule, mais en tout cas, c'est celle qui a retenu notre attention et celle qui, puisqu'elle répond aux deux problématiques qu'on a citées précédemment, à la fois transport de l'eau et disponibilité des ressources, c'est la mise en place de bâches du type réserve à incendie qui seraient localisées à la parcelle, donc des dispositifs intraparcellaires, et qui seraient remplis avec de l'eau d'hiver, évidemment. L'idée étant de ne pas remplir sur la période critique, mais de bien remplir en période hivernale avec de l'eau qui est disponible. Et effectivement, donc cette bâche à la parcelle serait reliée à un dispositif d'abreuvement, un système de tuyauterie qui permettrait d'alimenter l'abreuvoir classique trouvé dans une pâture. Alors évidemment, sa mise en œuvre, si on s'attache uniquement à la bâche, le SMBVA n'est absolument pas compétent pour accompagner directement un agriculteur pour sa mise en œuvre. Et donc le principe de sa mise en œuvre est de coupler ce dispositif d'abreuvement à un projet de restauration des milieux aquatiques qui est finalement le cœur du métier du SMBVA. Et donc on pourrait imaginer effectivement lorsque un agriculteur, un éleveur notamment, a un besoin d'abreuvement, on imagine qu'il a la possibilité dans son panel de parcelles de pouvoir mener des projets de restauration, en tout cas que l'on puisse mener chez lui et avec lui, en concertation avec lui, des projets de restauration de certains milieux. Alors, quand on parle de restauration de milieux aquatiques, ça peut être une restauration d'une mare, la restauration d'une zone humide, ou bien la restauration de la continuité écologique, ou la restauration d'un cours d'eau. Donc, c'est des solutions qui peuvent être variées. Et l'idée n'est pas de flécher l'une ou l'autre, mais bien d'aller réfléchir avec l'éleveur quelle est la solution la plus adaptée sur sa parcelle
sachant que voilà, si on considère notre territoire et la Côte d'Or, la plupart des parcelles peuvent avoir un projet à mener sur les terres. Alors, pourquoi on s'est approché de ce type de dispositif couplé? Pour plusieurs raisons. Donc, la première, ben voilà, c'est au niveau des avantages, c'est qu'elle permet la réduction des prélèvements d'eau potable sur la période critique, voilà, en évitant d'aller chercher les besoins sur le réseau, mais en prélevant l'eau présente dans la bâche qu'on aura récupérée et stockée en hiver. Donc, on stocke de l'eau en période d'abondance, sur la période hivernale. On est sur un dispositif à la parcelle, donc ce qui répond à la première demande des éleveurs, à savoir de ne pas transporter d'eau, ou en tout cas de fortement limiter le transport d'eau sur la période critique. Le dispositif de bâche permet d'obtenir une eau de qualité puisqu'on n'a pas de contact avec l'air. L'idée étant voilà, de remplir l'eau. La bâche se remplit au fur et à mesure que, du volume d'eau contenu. On n'a pas d'accès à la lumière et on a une possibilité de chloration de l'eau. Voilà. Il y a la question du réchauffement de la bâche qui peut être posée. Mais il y a une réflexion sur la localisation et un dispositif d'ombrage, d'intégration paysagère qui permettrait de limiter ce phénomène de réchauffement. On limite évidemment les impacts sur les milieux aquatiques. Si je fais le parallèle avec une réserve, une retenue ouverte qui serait sujette, une retenue ouverte sur un milieu type cours d'eau, voilà, qui serait sujette à la fois au réchauffement de l'eau, à l'évaporation et du coup à un impact potentiel sur les milieux. On est sur un dispositif qui est évidemment démontable et déplaçable, ce qui est plus difficilement le cas d'un autre type de dispositif intégré au milieu. Par contre, évidemment, on est bien conscient que ce dispositif n'a pas tous les avantages. Il nécessite notamment le fait de devoir coupler un projet sur les milieux nécessite de se coordonner avec les partenaires qui vont réaliser ces opérations sur le milieu. Le conditionnement peut ne pas toujours être accepté, évidemment. On est également sur une matière de type plastique. Voilà. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est un matériau qui répond à beaucoup qui entraîne beaucoup de facilité et on n'a pas, il n'existe pour le moment pas de matériaux qui l'égalent sur beaucoup de niveaux, malheureusement. Donc on est bien conscient de cette limite, mais le fait que ce soit démontable et déplaçable voilà, permet de pallier en partie. Et puis, effectivement, se pose aussi la question, ça c'est tout à chacun, de l'intégration paysagère d'une bâche plastique dans une parcelle. L'idée étant, dans le montage, de pouvoir l'intégrer en intégrant des plantations de haies pour vraiment la masquer. Alors, sur le volet financier, donc on a fait une estimation financière du système d'abreuvement, on y a réfléchi en tous les cas, et on a pris le cas d'une bâche de 300 mètres cubes, ce qui équivaut en tout cas sur le territoire de Côte d'Or, sur notre bassin versant, à l'alimentation en eau potable de 30 vaches pendant 3 mois, ce qui correspond à la période critique. Voilà. Donc évidemment, c'est pour l'estimation financière, ça pourra être réévalué. Donc, on est sur, voilà, il y a 2 catégories, un petit peu, on essaie de classifier en 2 catégories, mais globalement, il y a tout ce qui a trait à la création de l'infrastructure pour accueillir le système d'abreuvement, à la fois la plateforme, la mise en place d'une clôture pour mettre en défense le système d'abreuvement et la plantation d'une haie pour l'intégration paysagère, donc voilà, avec un total d'environ 5 000 €. Et puis, il y a tout ce qui est attrait à la fourniture et la mise en service du dispositif d'abreuvement. Donc, à la fois l'achat de la citerne souple
mais également la mise en place de tuyaux d'alimentation et de raccords pour alimenter l'abreuvoir. Voilà, et là, donc, on est sur un coût global, un sous-total d'environ 9 000 euros, qui équivaut à environ 14 000 euros pour le dispositif général. Alors, pour ce qui est du montage opérationnel, 3 objectifs ont été ciblés et semblent nécessaires. C'est à la fois la simplicité du dispositif pour sa mise en place, la réactivité, c'est-à-dire de pouvoir monter assez rapidement ces dossiers pour répondre aux besoins qui sont évidemment immédiats, et puis un reste à charge qui sera limité pour les bénéficiaires. Voilà. Alors, le fait effectivement de coupler cette opération ce dispositif d'abreuvement à une opération de milieu aquatique permet du coup la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre globale par le SMBVA. Et ça nous induit justement, ça permet de répondre en tout cas à ce côté financier, c'est-à-dire un reste à charge réduit sur la partie abreuvement. Ça évite une avance de trésorerie par l'exploitant. Et puis, donc, on est sur un projet livré clé en main à l'éleveur pour et limiter le temps passé. Donc, au niveau du montage financier, parce que beaucoup de questions peuvent se poser sur ce volet-là. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une estimation à 14 000 euros pour le dispositif abreuvement. Et au niveau de l'opération de restauration des milieux aquatiques qui est couplée, on a une estimation, en tout cas, on imagine des projets à hauteur de 40 000 euros. Voilà. On est donc sur un coût global de 54 000 euros au niveau de l'estimation. Et ce coût global, le fait que ce soit évidemment rattaché à une opération de restauration des milieux aquatiques, nous permet d'atteindre un financement à hauteur de 80%, notamment sur l'opération de restauration des milieux aquatiques. Mais aussi, on va aller chercher auprès d'autres partenaires financiers, et notamment du conseil départemental, un financement sur le dispositif d'abreuvement. Ce qui laisse à supposer un reste à charge qui sera pris en charge à la fois par l'éleveur et par le SMBVA. Pour l'éleveur, la partie de reste à charge est équivalente au dispositif d'abreuvement. Et en parallèle, c'est le SMBVA qui, dans le cadre de ses missions, pourra prendre en charge le reste à charge sur l'opération de restauration des milieux aquatiques. Voilà. Et en fonction de notre règlement financier, il peut ou pas rester une petite part de reste à charge de l'opération de restauration de milieux aquatiques qui pourrait être à la charge de l'éleveur. C'est pour ça que vous avez 2 lignes avec un 800 euros qui est positionné à la fois au niveau de l'éleveur ou du SMBVA. Ce sera selon les cas. Voilà, donc pour résumer et pour un petit peu expliquer le fondement de cette association à la fois du dispositif abreuvement et couplé à l'opération de restauration des milieux aquatiques. Donc en fait, on se situe dans une situation où on soutient finalement les vaches, puisque au niveau du SMBVA, l'idée, c'est aussi de se dire que l'élevage, c'est notre territoire et c'est l'économie du territoire. Donc, il y a vraiment cette volonté d'aller soutenir ce mode de production en soutenant les usages. On répond évidemment également à un soutien, en tout cas, on délecte un petit peu l'alimentation en eau potable. On soulage l'alimentation en eau potable avec ce type de dispositif sur la période critique. Et puis, en travaillant sur l'opération de restauration des milieux, évidemment, on traite de la question de la biodiversité et du paysage dans son ensemble. Et pour finir, donc, comment on imagine la mise en œuvre? On imagine, et c'est quelque chose qui est à valider, on n'est pas sur un dispositif qui est tout à fait opérationnel. C'est encore en discussion et je tiens à le préciser. On imagine un appel à projet multipartenarial, donc avec
d'une part, les financeurs, en premier lieu, donc le conseil départemental pour la partie financement du dispositif d'abreuvement, l'agence de l'eau pour la partie financement de l'opération de restauration des milieux, et pourquoi pas, on va le discuter, notamment aller peut-être au-delà. Le SMBVA pour la partie porteur du projet, voilà, accompagner la maîtrise d'ouvrage, l'animation. Et enfin, les gestionnaires pour l'alimentation, les gestionnaires de l'alimentation en eau potable pour un accompagnement technique, notamment sur la mise en place de la bâche et du remplissage. Voilà. Donc voilà, on est sur quelque chose qui n'est pas encore complètement défini, mais qui est en discussion et qui nous semble en tout cas répondre à beaucoup d'enjeux du territoire. On est conscient que c'est une solution parmi d'autres, mais aujourd'hui, c'est une solution qui permet également au SMBVA de pouvoir intervenir sur cette thématique-là, qui est le soutien à l'élevage. J'en ai fini pour ma présentation. Je vous remercie. Merci. Je vais renvoyer la balle à 3. Clara, pour une première étape de questions. Donc, je crois que ça y est, les claviers se sont déliés. Oui, alors je vais commencer par les questions sur le chat et puis après, on a des questions aussi ici à voix haute. Il y avait une question sur la définition, ce que vous appelez les tensions sur l'alimentation en eau potable dans les communes. On a eu quelques éléments de réponse par Sandrine Renaud qui dit que la tension quantitative, c'est lorsque le volume prélevé ne permet pas de respecter le débit d'objectif d'étiage, celui qui colle avec la mention bon état des eaux, 8 années sur 10. Donc, je ne sais pas si vous voulez compléter sur la définition des tensions en alimentation eau potable. Si vous faites référence à la carte où étaient présentées les tensions sur les communes pour l'alimentation en eau potable avec tension avec interconnexion ou par exemple alimentation par un camion citerne, là, ces catégories-là proviennent vraiment de l'Agence régionale de santé, l'ARS. Les communes se positionnaient dans l'une ou l'autre des catégories. Donc, pas forcément, à ma connaissance, en tout cas, pas forcément en lien avec l'objectif des objectifs d'étiage, mais vraiment le classement, on va dire, fait par l'ARS. Ok. Cette carte-là. Ouais. Alors, il y avait une question aussi sur la méthodologie retenue pour la concertation et de savoir si des solutions de retenue collinaire ont déjà été évoquées dans la concertation. Alors, donc il y aura dans le planning d'élaboration du PTGE commence par un état des lieux qui a déjà été bien amorcé avec le travail sur le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le stage de l'Hermançon, mais qui va compléter sur les données quantitatives. À ce stade-là, il n'y a pas encore de discussion sur les solutions, vu que l'objectif est d'avoir un diagnostic clair pour creuser quels sont les besoins, quelles sont les ressources, et donc le diagnostic du territoire. À partir de là, il y a vraiment une concertation qui va se mettre en place. Je ne l'ai pas abordé, mais il y a tout un volet concertation avec l'élaboration. Il est prévu donc évidemment, il y a le comité de pilotage qui regroupera l'ensemble des acteurs du territoire. Un comité donc technique, structuration globale d'un projet, comité de pilotage, comité technique, mais également l'objectif d'aller plus loin dans la concertation, vu que le projet de territoire va également concerner les habitants eux-mêmes, qui sont concernés donc, par les arrêtés sécheresse, par les restrictions sur l'eau potable. Donc, il y a la volonté d'aller vers une concertation plus poussée avec la mise en place d'un panel citoyen qui regrouperait donc des acteurs, les habitants du territoire, pour partager avec eux ces problématiques, avoir leur retour et voir comment eux ils verraient. Et ensuite, donc, par rapport et également tout un travail de concertation avec la mise en place de différents outils, que ce soit site internet, des réunions thématiques sur chaque sous-secteur
du territoire qui est quand même assez large, sachant que toutes les phases seront évidemment validées par le comité de pilotage. Et par rapport aux retenues collinaires, évidemment, on en entend régulièrement parler. On a cette idée-là en tête car on sait que ça sera abordé obligatoirement dans le PTGE. On ne peut pas faire un PTGE sans aborder cette problématique. Après, ça peut être une des solutions, mais pour cela, il faut d'abord faire le diagnostic et voir l'ensemble des solutions et ensuite évaluer, donc, avec l'évaluation économique et financière, voir si c'est si elle fait partie de celles qui sont les plus intéressantes, les plus rentables ou pas. Ok. Le cours, les réponses, hein, si vous pouvez, parce que sinon, tout le monde n'aura pas l'occasion de s'exprimer. Alors ensuite, de toute façon, il y a des questions qui seront répondues dans un compte-rendu. On ne va pas poser toutes les questions là. Eric, vous aviez une question, c'était sur le PTGE en particulier. Oui, moi j'avais une question sur l'étude que vous allez faire sur le volume d'eau, le besoin en volume d'eau. Je pense qu'il y aurait besoin d'une concertation vraiment avec les chambres d'agriculture, parce que plus on va avoir de périodes sèches, plus les besoins seront importants, que ce soit en élevage ou que ce soit au niveau céréales. Exemple, en élevage, si vous voulez qu'un éleveur garantisse assez de fourrage pour passer l'hiver, il sera certainement amené à irriguer un champ de maïs ou irriguer une pâture ou voilà. Et au jour d'aujourd'hui, dans l'étude, je pense qu'il ne faut pas faire d'oubli. Et il faut plutôt voir assez large que de faire un minimum. Et puis un jour de se dire, on aurait quand même pu faire beaucoup mieux. Voilà. C'est bien l'objectif aussi de prendre en compte le changement climatique et lors de l'état des lieux, d'aller voir les différents acteurs du territoire pour avoir connaissance des données dont ils sont les plus placés pour connaître. Tout à fait prévu. Ok. Christophe, vous aviez une question aussi. Oui, je crois que le département de l'eau mobilise la parole. Excusez-moi, c'est deux questions assez précises sur. Alors déjà, c'est de préciser qu'il ne s'agit pas d'une bâche à Mélanie Devel, mais il s'agit d'une poche. On appelle ça une poche. C'est juste parce que dans un premier temps, je m'étais attendu à un bassin avec une bâche, mais c'est pas du tout ça. C'est préférable pour les animaux. Donc la question, c'est comment on remplit cette bâche, parce que j'avais l'impression qu'il y avait des conduites et que finalement la seule chose qu'on déplaçait dans le temps, c'était la période de remplissage par camion, mais sinon, c'était bien un remplissage par camion et non pas sous une autre forme. Donc, en fait, dans les plus de cette réserve, c'est que ça permet de placer le remplissage à une période qui est moins tendue en travail, mais par contre, ça reste le même système de remplissage qu'avant. Et puis, la deuxième question, c'est, vous y avez partiellement répondu, c'était sur les 80% de financement. Donc, apparemment, il y a l'agence de l'eau, il y a le conseil départemental et les collectivités. Ma question, si vous voulez plus précis, c'est de savoir s'il y avait un syndicat des eaux ou est-ce que c'était des communautés de communes qui géraient les eaux l'eau potable en Côte d'Or, ou est-ce que c'était est-ce que c'est des gestionnaires privés? Alors, sur la première question du remplissage, donc vous avez effectivement raison, il y a plusieurs solutions. Celle qui est privilégiée, en fait, la solution va dépendre de la localisation de la parcelle, de la topographie de la parcelle. On imagine des remplissages à la fois via des sources, parce qu'on est sur des zones où il y a beaucoup de sources, donc c'est-à-dire en gravitaire. Si on arrive à bien localiser la parcelle, il y a cette possibilité-là. Donc là, on répond vraiment, on est vraiment sur un avantage au niveau du transport de l'eau potable. Et si ce n'est pas possible, effectivement, on a la possibilité d'un remplissage classique avec un transport d'eau, mais qui n'est pas sur une période de forte activité. Voilà. Donc c'est cette première question. Et au niveau de la seconde question,
au niveau des gestionnaires eau potable, il y a notre Frédéric Verrier qui est présent ici. Et c'est en fait le Sésame qui est le principal gestionnaire eau potable sur ce secteur-là. Voilà, qui est en charge de la gestion des réseaux d'eau potable. Quelques autres petites questions sur la bâche. Quelle est sa durée de vie? Est-ce que c'est une par parcelle pâturée? Et est-ce qu'il y a un financement possible de plusieurs projets par exploitation selon la taille du troupeau? On imagine, et il est imaginable d'avoir un dispositif qui regroupe plusieurs parcelles. Maintenant, en fait, c'est des choses qu'il faut construire avec les éleveurs. Ça dépend vraiment du parcellaire de chacun. Et c'est l'avantage de ce dispositif, c'est qu'il est complètement adaptable sur le secteur qui correspond. Au niveau de la durée de vie, là-dessus, je n'ai pas forcément d'éléments très précis pour le moment. Maintenant, voilà, c'est des choses qui sont bien connues puisque ce type de dispositif est déjà utilisé pour d'autres usages, à la fois bâche à incendie et bâche en alimentation potable dans certaines situations humanitaires, etc. Voilà, donc là-dessus, la question est très intelligente et sera à poser. Je pense que ça fait plusieurs dizaines d'années. Voilà, je pense avoir répondu. En tout cas, la mutualisation sera possible, mais l'idée n'est pas de faire des dispositifs de taille supra. Juste pour vous dire que 30 animaux, c'est pas beaucoup. Hein. Au jour d'aujourd'hui, il y a quand même plus beaucoup d'éleveurs qui vivent avec 30 animaux. Hein. Vous avez quand même des exploitations où il y a 200 bêtes, quoi. Donc, il y a intérêt que toutes les bêtes ne soient pas dans une zone qui s'assèche assez rapidement, parce que vous voyez le nombre de dispositifs pour une exploitation. Complètement, vous avez raison, oui. Et c'est pour ça qu'on a bien précisé qu'on était sur des dispositifs à la parcelle. Voilà, il est rare que tout le cheptel soit dans une seule et même parcelle, en tout cas sur la zone où on a pu travailler. Et cette estimation, elle a été faite sur la base de la concertation qu'on a fait avec les éleveurs qui pourraient être bénéficiaires. Donc voilà, elle répond aussi à une demande locale. Maintenant, c'est adaptable, j'en conviens. On va passer peut-être à la prochaine présentation et puis les autres questions seront répondues par écrit dans le compte-rendu. Très bien. Ok, donc effectivement, on ne peut pas aller dans le cœur du sujet de tous les sujets, sinon on y passerait des jours et des jours. Donc, c'est des premières retours d'expérience, des partages et c'est logique qu'il y ait plus de questions que complètement des réponses, mais on commence un cheminement tous ensemble. Monsieur Verrier, à vous de jouer. Vous partagez votre écran et on vous écoute. C'est en cours. Ça apparaît. Voilà, impeccable. C'est bon comme ça? C'est parfait. Bon, mais bonjour à toutes et à tous. Donc, Frédéric Verrier, effectivement, je suis responsable du Sésame, donc c'est le syndicat des eaux et de services Auxois-Morvan. Je vais vous présenter rapidement la structure. Donc, on se situe donc à l'ouest de la Côte d'Or, sur un territoire d'à peu près 95 communes, mais par contre avec seulement 21 000 habitants. Donc, c'est très, très rural. On a 35 ressources d'eau potable qui sont plus ou moins interconnectées. C'est justement ça qui pose problème. Il y a un gros patrimoine pour très peu de consommation. Les difficultés d'ordre quantitatif, puisque c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, elles sont importantes.
puisqu'on a régulièrement des manques d'eau sur des communes ou des ressources, on va dire, vulnérables, c'est-à-dire que le moindre problème sur le réseau engendre un déficit au niveau de la distribution. Donc, si on superpose les deux cartes, des problèmes et des solutions, en tout cas au niveau des interconnexions, on voit qu'on a structuré historiquement, donc c'est toute la partie qui est en bleu là, historiquement avec des interconnexions, donc c'est une sécurité d'alimentation toujours au niveau de l'eau potable, on est d'accord, on parlera des dettes après, mais aussi pour les stabulations. Et en rouge et en vert, là, donc ce sont les interconnexions récentes qui sont en train d'être menées. Donc à terme, sur les 95 communes, on devrait avoir seulement 5 communes qui ne seraient pas sécurisées au moment. Là, j'ai repris, alors ça va parler à certains, voire certaines, des graphiques rapidement, parce que c'est pas de moi. C'est un groupe de travail, donc le groupe Picard, qui avait réalisé une prospective sur le changement climatique sur notre territoire. Donc, je passe rapidement dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu un palier donc en 87-88 au niveau du réchauffement climatique. Là, vous voyez que ça s'arrête à 2010, puisque le groupe avait rendu sa copie au début des années 2010. On en a eu un depuis, un autre, quasiment d'un degré. Et on voit que les prospectives, alors c'était une modélisation appliquée notamment au bassin versant de l'Armançon qui vient d'être exposé. Donc, on voit qu'il faut s'attendre à des montées importante de température pour le territoire, mais aussi et surtout au niveau de l'évapotranspiration, puisque si on regarde surtout celui du bas, on voit que l'ensemble des modèles, d'une manière générale, de toute façon, montrent que l'évapotranspiration va être de plus en plus importante, mais avec, c'est celui du haut, donc des précipitations qui, globalement, en nombre de millimètres par an, vont peu varier, en tout cas sur une tendance moyenne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on a ce qui a été exposé par Julie tout à l'heure, à savoir des déficits hydriques sur les cours d'eau et donc des débits moindres à venir. Des assecs beaucoup plus longs, beaucoup plus sévères et donc des temps de recharge des nappes plus bas. Donc, sur le territoire, on a, donc, compte tenu de ces éléments, on ne pourra pas dire qu'on n'était pas prévenu. On a sur le territoire environ 60 000 bovins, UGB, pardon, pour, je vous l'ai dit, nous, à peine 20 000, un peu plus de 20 000 habitants, donc une problématique élevage très importante. On a eu des sollicitations d'éleveurs, donc ça c'est uniquement pour l'année dernière. Donc là, vous avez le territoire du Sésame et toutes ces communes-là, on a eu des personnes qui nous ont sollicité. On avait déjà commencé à travailler dès 2018. Donc, nous, on a un gros partenariat avec la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or, avec qui on travaille depuis plus de 10 ans, notamment à travers des cellules d'animation, mais aussi des contrats annuels, des contrats de prestation de services, mais plus basés sur la collaboration, donc pour travailler sur l'ensemble des sujets, qu'ils soient quantitatifs, qualitatifs, de l'agriculture d'une manière générale. Donc, dès 2018, on avait lancé une enquête qui avait eu peu de succès, puisqu'on avait déjà plusieurs années de sécheresse depuis 2015. Sur 400 éleveurs, on a eu peu de réponses, donc logiquement peu de problèmes. Et en fait, pas du tout, les problèmes étaient là. On a commencé à réaliser des alimentations d'exploitation via des doublements de réseaux, c'est-à-dire quand on fait maintenant des réseaux d'eau potable neufs ou du remplacement, systématiquement, quand on ouvre la rue ou les chemins, on réfléchit à mettre un double réseau d'eau brute. Donc, c'est de l'eau qui vient de sources, principalement, ou des anciennes sources qui étaient utilisées par les communes. Donc, on alimente directement dans les stabulations ou auprès, si possible, avec de l'eau brute, avec des compteurs, puisqu'il y a un investissement. J'en parlerai après. On a fait des prises de contact en 2019 pensant que ça allait se reproduire, ça a été le cas. Et là, on a commencé à étudier plusieurs solutions pour mutualiser donc, les ressources, pour réaliser des puits, des forages, des retenues. On en parle après. On a baissé le prix du mètre cube aussi, puisque l'eau potable, c'est une pression pour le monde agricole, notamment l'élevage. Les cours de la viande ne sont quand même pas au beau fixe. Et sur le lait aussi, on a quelques laitiers, mais ce n'est pas la majorité.
La mise à disposition donc, de bornes de puisage, on va le voir après en photo. Et puis, en 2020, on est passé à l'action en déposant des dossiers auprès de la DDT. Également, on a acheté des citernes mobiles. Donc, chaque année, ce qu'on fait, c'est qu'au mois d'août, on crée une carte qui est réactualisée. Bon, le fond, c'est souvent à peu près la même chose, mais sur la forme, il y a deux, trois choses qui changent. Donc, avec les débits des cours d'eau, avec les lieux où les éleveurs peuvent venir prendre, à différentes conditions, prendre sur des points d'eau, qui soient naturels, artificiels ou de l'eau potable, qui est notamment sur les bâches incendies. Donc là, une bâche incendie, vous en avez une ici. Donc, il y a ce qu'on appelle une borne d'aspiration. Donc, elle n'est pas rouge, elle est bleue. On met un compteur dessus et c'est sous la responsabilité des maires de nos communes qui peuvent venir prendre. Mais ça, ce n'est pas forcément les solutions qu'on privilégie. Alors, l'avantage de prendre sur ce type de dispositif, c'est que ça évite les coups de bélier et les pollutions, donc les retours dans le réseau. Donc, on a acheté ces citernes mobiles. Donc, on a 3 en dur comme celle-ci et une souple qu'on met à disposition des éleveurs qu'on amène pour secourir soit sur les exploitations, soit directement au pré. C'est plutôt d'ailleurs l'objectif, où on dépose dans les prés 14 000 litres qui peuvent dépanner les agriculteurs. Par contre, on y met de l'eau potable dedans pour des raisons d'hygiène, en fait, tout simplement parce qu'on n'est pas capable de garantir, nous, la qualité d'eau qu'on prend. Alors, les éleveurs le font, ils prennent dans la rivière, mais si demain il y a un souci, on a préféré rester là-dessus. Et ça nous sert aussi, d'ailleurs, pour secourir nos communes quand elles manquent d'eau. La réalisation de puits, bon, on ne va pas faire un cours dessus, donc quand c'est possible, des puits dans les nappes alluviales, mais également des forages, donc ça s'échelonne entre 80 et 130 mètres jusqu'ici dans les projets. Dans les solutions possibles, il y a également la récupération d'eau de toiture, et bien souvent, on essaye en plus de les mutualiser avec des manques de défense incendie qu'on a sur nos communes. Ça existe aussi. Et puis, donc, les fameuses retenues collinaires, même si le mot n'est pas forcément porteur, on va dire, mais bon, c'est des retenues d'eau qu'on a étudiées avec différents éleveurs sur le territoire. Donc, en 2019, on a commencé à avoir des demandes à ce sujet-là. On a déposé quelques dossiers, vraiment pas beaucoup. En mars 2020, on a commencé à avoir un avis de la DDT qui était mitigé, la DDT de Côte d'Or, par rapport à des remarques qu'on va aller voir après. Ils nous demandaient notamment de consulter, de faire un inventaire faune-flore. Alors, il faut savoir que ça coûte quasiment 1 000 € par site, sans avoir la certitude qu'on pourra réaliser ces travaux-là. Donc, les éleveurs ont refusé de payer 1 000 € pour peut-être avoir un refus. Et il y a eu un arbitrage du préfet donc en septembre 2020 pour dire que tout ce qui était inférieur à 1 000 m², puisque c'était un peu les conditions sine qua non, pourrait être réalisé sans inventaire faune-flore. Et donc, les premières réalisations devraient avoir lieu là, ces jours-ci. Là, justement, j'ai eu la police de l'eau tout à l'heure. On va faire des portées à connaissance pour que les éleveurs puissent réaliser ces retenues. Alors là, simplement, c'est pour illustrer où est-ce qu'on les situe. Alors déjà, pas sur le cours d'eau, puisqu'on voit ici là en très plein, donc c'est bien un cours d'eau. Nous, les sites qui ont été retenus avec les éleveurs sont des endroits où il n'y a pas de cours d'eau, ou alors pas en transversal sur le cours d'eau. Donc, vous voyez, on se sert des déclivités, on n'invente rien en fait, on se sert des déclivités des terrains. Alors, vous voyez là, par exemple, 1300 m², là, ils nous ont demandé clairement de descendre sous les 1000 m², ou alors après, on passe en procédure de déclaration, et du coup, là, c'est beaucoup plus lourd, et financièrement et techniquement. Ici, encore un, là, donc ça peut servir à la fois, comme là, on le voit, il y a des sièges d'exploitation qui ne sont pas loin. Donc, ça peut servir pour l'abreuvement en hiver, mais aussi donc, pour se passer de l'eau potable, qui coûte beaucoup plus cher, mais aussi pour pouvoir venir pomper, là, comme là, avec une route à proximité et amener au pré en l'été, l'étiage. Donc, ici, encore des exemples. Voilà, je les défile, on pourra revenir. Ici, là, par exemple, on voit qu'il y avait un cours d'eau. Donc là, il a été demandé, comme il y avait déjà un petit étang ici, là, vous voyez, il y a un gros étang en amont.
Et à partir de là, c'est un cours d'eau. Donc là, il aura le droit d'agrandir son étang, mais moyennant une mise en dérivation de cet étang-là. Ici, encore un exemple. Voilà. Donc tout cela, tout ce que je vous présente là, c'est des projets qui sont individuels. Nous, on aurait plutôt souhaité qu'ils soient collectifs. Mais la configuration des lieux fait que c'est assez difficile de mutualiser. Par contre, sur celui-ci, c'est sur une commune où c'est 3 agriculteurs qui sont maires d'ailleurs et qui pourraient bénéficier à une quinzaine d'agriculteurs du coin. Donc là, à la place d'un bois, pareil, donc il y a une autre ressource qui passe ici, mais le cours d'eau est à côté. On pourrait faire une ressource pérenne là. Alors c'est un peu dommage de se cantonner aux 1000 m², mais ici c'est une récupération des eaux de drainage du TGV. Alors du TGV, c'est pas vraiment la ligne, mais comme le TGV a été fait sur une zone anciennement humide et qui est complètement qui est asséchée via des drainages autour, on ferait ici une retenue qui est sur cette fois-ci une parcelle agricole qui n'est pas sur un pré, qui est une parcelle cultivée. Bon, je passe, on en a énormément avec des réutilisations de sources, avec des augmentations de volume stocké et ainsi de suite. Les montages administratifs et financiers, donc généralement, c'est nous qui faisons l'avant-projet. Alors quand on dit avant-projet, c'est vraiment un avant-projet sommaire, histoire de prendre la tendance auprès de la police de l'eau. Ensuite, il y a une visite qui est réalisée avec la DDT et l'OFB. Et il y a un avis qui est rendu par la DDT officielle sur la faisabilité ou pas du projet. Ensuite, donc, la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, elle peut être soit privée si c'est le particulier qui s'en débrouille seul, soit publique si c'est un projet qui est collectif. Auquel cas, c'est nous qui nous en chargeons. Et derrière, on a forcément un paiement, soit un remboursement intégral s'il faut rétrocéder immédiatement, soit, comme tout à l'heure, les projets d'adduction d'eau brute, où là, il y a une redevance donc, qui est de l'ordre d'1 euro le mètre cube. C'est les prix, alors vous allez me dire, c'est un peu le hasard, entre 80 centimes et 1,10 euro, on va dire, mais en moyenne, c'est 1 euro par mètre cube, ce qui est à peu près la moitié de ce qu'il devrait payer si c'était de l'eau potable. Les subventions, si c'est un projet individuel, c'est 20%. Le département soutient les projets à hauteur de 20% et avec une aide directe. Et puis, sinon, c'est 50% en passant par la collectivité. Mais encore une fois, nous, on n'a pas vocation à porter des projets individuels. On est facilitateurs, mais pas porteurs. Les forages, c'est environ 30 000 euros pour un forage 80-100 mètres équipé. Les retours sur investissement, ils sont très rapides, puisque ceux qui le font, ils sont très rapides quand les conditions sont réunies au départ. Et on parle c'est une réalité, entre 2 et 3 ans, grand maximum de retour sur investissement. Les puits, c'est entre 5 et 10 000 euros, tout dépend bien sûr de la profondeur et les difficultés de mise en œuvre. Les retenues, elles sont entre 10 et 15 000 euros à partir du moment où c'est, alors c'est triste à dire, mais dès lors que la collectivité les fait, ça coûte 1,5 fois le prix, ou voire 2 fois des fois. Quand c'est l'agriculteur qui prend une boîte de TP locale, on va dire, c'est beaucoup moins cher. Donc c'est de l'ordre de 10 à 15 000 euros. Alors ça, il faut le mettre en perspective, le retour sur investissement, avec les tours d'eau. Et là, chaque exploitation est vraiment différente, puisque chaque exploitant a X kilomètres ou X heures par jour de tournée d'eau à faire. Et donc, c'est des choses qui se calculent vraiment au cas par cas. On peut difficilement moyenner. En tout cas, quand c'est réalisé, c'est que c'est rentable. Les difficultés de mise en œuvre, vous l'avez bien compris, c'est d'une part au niveau administratif, et c'est d'ailleurs pour ça que les agriculteurs font appel à une structure comme le syndicat des eaux, puisque nous, on est un peu rompu pour tous nos dossiers à faire ces demandes-là. La difficulté, je l'ai dit, c'est aussi de convaincre les éleveurs de se mettre ensemble et de faire des projets communs, des gros projets, puisque faire des retenues de 1000 m², ce qui correspond à peu près à 1500 m3, 2000 grand maximum, ce n'est pas forcément la panacée. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a le réchauffement des eaux, il y a l'étanchéification à faire.
le mieux, ce serait de faire des grosses retenues dignes de ce nom et d'intérêt général et qui permettent, sur des secteurs donnés, et qui bénéficient un maximum d'arriver à faire ces choses-là, mais avec tous les inconvénients que ça procure au niveau des milieux. Mais bon, aujourd'hui, on parle de sites où, de toute façon, les rivières sont à sec. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de sédiments, il n'y a plus rien. Bientôt 4-5 mois par an. Donc, il faudra se poser les bonnes questions le moment venu. Et le PTGE, comme l'a dit Julie tout à l'heure, je pense que ce sera des discussions sérieuses qui auront lieu au moment des arbitrages dans le PTGE. Les perspectives d'avenir, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend, le climat, on sait maintenant malheureusement à peu près à quoi s'en tenir. Mais ça dépend aussi de l'avenir de l'élevage sur nos territoires. On essaye d'encourager pour les mêmes raisons qui ont été évoquées tout à l'heure. C'est de l'économie, c'est du paysage, c'est aussi de l'auto-épuration des eaux, parce que toutes les prairies permettent aussi de diluer les intrants qui peuvent être mis sur les cultures. Et donc, ça dépendra beaucoup des relations humaines qu'on pourra avoir sur le territoire demain. En tout cas, notre syndicat, nous, il s'inscrit comme un syndicat de service, au service de nos éleveurs, et on verra bien ce qui adviendra par la suite. Voilà, j'arrête le partage d'écran. Si vous avez des questions. Merci. Je crois qu'il y a quelques questions qui ont été envoyées aussi. Oui, alors déjà une question un peu sur est-ce que vous avez effectué des études d'impact écologique pour les retenues qui ont été faites avec donc des sous-questions sur les diagnostics zones humides, les autorisations de défrichement, etc. Oui, alors non, il n'y a pas eu d'étude d'impact dans le sens où dès lors qu'on est en dessous des 1000 m² et qu'il n'y a pas une zone d'intérêt particulier, réglementaire, la DDT ne nous demande pas ne nous le demander, mais ne nous le demande plus de réaliser ce type d'investigation. Par contre, dès lors qu'on passerait sur des volumes qui sont bien plus importants, des surfaces, puisque c'est la réglementation, là, on n'y couperait pas et il faudrait faire ces investigations-là qui sont coûteuses. Et puis, il faut reconnaître aussi qu'en faisant passer l'OFB avant, on sait un peu à quoi s'en tenir avant même de faire l'étude. Il n'y a peut-être pas la peine d'aller dépenser 1000, 2000, 3000 € dans des études alors qu'on connaît déjà les conclusions. Par contre, et je pense que là, la DDT le regrette, c'est que là, tout à l'heure, par exemple, dans le projet collectif que j'ai présenté, il y avait un bois, ils l'ont présenté avec un intérêt parce qu'il y a des genres de sources tufeuses et ainsi de suite. C'est vrai que c'est une zone plus ou moins humide, oui, mais bon, voilà, elle passe en dessous des radars et si demain ce projet est réalisé, ça enlèvera probablement une partie de zone humide, mais en même temps, il faut savoir ce qu'on veut sur le territoire. Est-ce qu'on doit tout sanctuariser? Est-ce que ces territoires-là peuvent être quand même un petit peu malmenés, sachant que quand on est en ville et qu'on crée des lotissements, je pense qu'on fait un peu moins de cas que ça, quoi. Et ça, après, c'est des débats, je ne vais pas rentrer là-dedans. Nous, comme je vous l'ai dit, on est au service des agriculteurs, on est facilitateur, et puis après, s'il y a des règles, on les respecte, et s'il n'y a pas de règles, on peut y aller. Parce qu'il y a un complément. Je me permets, excusez-moi, un petit complément justement. Ça pourrait être intéressant le travail justement avec l'OFB pour voir si quand il y a un impact positif justement à la création d'une retenue d'eau qui fait aussi partie, une partie différente d'une zone humide. Ça me semble des choses que évoqué, c'est les zones humides et la sanctuarisation, c'est une chose. La recréation de retenues d'eau, qu'elles soient étanches ou pas du tout complètement, ça permet aussi de créer des zones humides. Je suis prudent avec la terminologie exacte des zones humides. En tout cas, ça recrée de l'humidité là où éventuellement il n'y en avait pas, ou il n'y en avait plus. Ça pourrait être intéressant. Excusez-moi, Clara, de vous avoir coupé. Pas de problème. Il y avait aussi une remarque, je pense pas que, bon, je ne sais pas si vous voulez réagir, mais une remarque qui dit que l'eau brute ne convient pas pour le lavage des installations de traite.
Oui, oui, tout Voilà. à fait. Alors, que ce soit les poulaillers, parce qu'il y a aussi les poulaillers, on en a aussi. Et d'ailleurs, c'est ce qui sauve certaines exploitations aujourd'hui sur le territoire, même si elles sont décriées pour X raisons. Les poulaillers et les laitières, de toute façon, même pour l'abreuvement, il y a en général une chloration qui est réalisée par l'éleveur. C'est pas très compliqué, hein, c'est une petite pompe doseuse avec un analyseur, c'est largement surmontable. Mais oui, il y a plus de règles d'hygiène avec ces activités-là qu'avec l'élevage pour la viande. Moi, oui, Éric Launois, j'ai un petit quelque chose à vous dire sur les retenues d'eau, parce que nous, moi j'habite à côté d'un lac qui fait plus de 2000 hectares, qui a été fait à l'époque dans une zone humide, d'accord? Donc là, on est dans les années 50-60. Ces lacs, parce qu'il y en a plusieurs maintenant, servent d'eau pour Paris. Et bizarrement, aujourd'hui, cette retenue, parce que c'est une retenue, hein, on est bien d'accord, cette retenue est devenue quelque chose d'écologiquement très très important, jusqu'au point d'appeler ça une zone naturelle, une grande zone naturelle où la biodiversité, il y a pas deux choses pareilles dans le département. Donc, je pense qu'on peut faire des retenues d'eau qui peuvent faire plusieurs dizaines d'hectares collectives, qui peuvent être faites vraiment intelligemment. Hein, moi, j'ai des copains à côté du Zoo de Beauval qui ont fait ça en collectif, des grosses retenues d'eau. Et au jour d'aujourd'hui, il y a du poisson, il y a du canard, il y a toute une biodiversité qui s'est créée autour de ces retenues. Et en plus, ils peuvent faire du maïs semence, ils peuvent faire des cultures un peu spécifiques, parce que n'oublions pas que l'arrêt du colza sur plusieurs départements, c'est-à-dire Lyon, la Côte d'Or, la Haute-Marne et une partie de l'Aube, il va bien falloir le remplacer par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est peut-être des nouvelles plantes, mais qui auront besoin d'un petit peu d'eau, plus que des cultures sèches à l'époque. N'oublions pas le monde de l'élevage. Hein. Nous, il y a des prairies qui sont restées humides à la sortie des lacs, et c'est bien à cause du lac où l'été il pousse encore de l'herbe parce qu'il y a de l'humidité tout autour. Voilà. Oui, il y a plein de pistes où on peut mutualiser et qui ait plusieurs intérêts à un même site. Et de toute façon, si les étés, comme on vient de connaître là, quasiment depuis 5 ans, mis à part l'année 2016 qui a été à peu près normale, si ça se poursuit, de toute façon, on y viendra par la force des choses. Parce que, encore une fois, les espaces naturels, bien sûr, mais derrière, il va bien falloir nourrir la population, il va bien falloir continuer, puisque nous, le grand enjeu, c'est quoi? C'est que si demain, il n'y a plus l'élevage, ça va être soit des retournements de prairies, ce n'est pas forcément ce qui est souhaitable. En plus, les terrains ne sont pas les meilleurs pour la culture, d'ailleurs, il y a de l'élevage. Et puis, ou alors des friches, quoi. Et ce n'est pas l'intérêt de personne qu'on aille vers ce type d'agriculture-là sur notre territoire. Après, ailleurs, je ne sais pas. Ok, merci pour toutes ces précisions, pour votre franc-parler. Merci pour ce retour d'expérience. Je propose qu'on continue. Il est déjà 11h moins 10. Il nous reste la partie on reste toujours en Côte d'Or, mais plus irrigation, avec Madame Oléière et Monsieur Chadeuf. Je vous passe la main. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, Laure Oléière de la Chambre d'agriculture de Côte d'Or. Je suis chargée de mission sur le dossier gestion de l'eau quantitative. Et donc, cette présentation, on va la faire à deux voix, donc avec Monsieur Chadeuf, donc, qui est président du syndicat des irrigants et également président de l'association syndicale autorisée du Champaisan. Et donc, vous détaillera la réalisation qui a été faite dans le cadre de cette ASA. Donc, en effet, en Côte d'Or,
En Côte d'Or, là, vous allez avoir un aperçu général finalement de la Côte d'Or, puisqu'on a vu différentes parties. Et donc, moi, je vais vous parler plus précisément de la partie est de la Côte d'Or avec l'irrigation. Mais pour bien comprendre pourquoi on en est là dans la gestion de l'eau, je vais vous présenter en 3 parties. Donc, la première, ça va être le contexte agricole et la gestion de l'eau. Le deuxième point, ce sera par rapport aux réalisations que l'on a faites et les projets que l'on mène actuellement par rapport à l'adaptation et à la problématique de la ressource en eau que l'on a sur notre territoire. Et puis, un 3e point rapide sur les leviers et freins de ces réalisations. Alors, très rapidement, juste pour vous montrer un petit peu le contexte agricole en Côte d'Or. Donc, on a quand même des grandes zones en jaune, donc des grandes cultures, principalement sur la partie ouest et nord. Et puis, on a une partie polyculture élevage et puis bovin sur la partie ouest, qui vous a été présentée juste avant. Donc, l'irrigation en Côte d'Or se situe principalement sur la partie est du département. Alors, il faut savoir que la Côte d'Or, c'est un département particulier par rapport à la ressource en eau puisqu'on est en tête de bassin. Donc, on est sur 3 grands bassins hydrographiques qui sont la Seine, la Saône, la Loire et qu'on n'a pas de grande nappe aquifère. Ce qui fait que lorsqu'il pleut, l'eau ne s'arrête pas chez nous, elle part chez nos voisins. Et à cause de cette situation, il y a eu 4 zones de répartition des eaux, donc qu'on appelle les ZRE, qui ont été identifiées. Donc, ce sont des zones où finalement, lors de la période d'étiage, les besoins sont supérieurs à la disponibilité de la ressource. Donc, l'identification de ces 4 zones de répartition que vous voyez sur la carte à droite, c'est les 4 zones en couleur. Donc, la partie en verte, c'est la tille, en bleu, louche, en rouge, la bouche, et en dessous cette partie rouge, il y a une autre zone qui est la nappe de Dijon Sud. Donc, là, ce sont nos 4 zones de répartition des eaux et pour lesquelles la Chambre d'agriculture a été reconnue organisme unique de gestion collective pour ce qui est de la gestion de l'irrigation. 70% de la consommation d'irrigation se situe sur ces secteurs. Donc, 95% de l'irrigation se situe sur le bassin RMC, donc on est vraiment sur la partie est du département. L'irrigation concerne à peu près 300 irrigants, potentiellement, par année. La gestion de l'irrigation, elle est faite par la Chambre d'agriculture, et ça depuis les années 2004, et en collaboration avec le syndicat des irrigants de Côte d'Or, qui est un syndicat de défense. Alors, le fait qu'on ait nos 4 zones de répartition des eaux et que la Chambre d'agriculture a été reconnue organisme unique de gestion collective, on a dû réaliser et demander une autorisation unique pluriannuelle de prélèvement que l'on a eu en 2017 et on a une autorisation pour 10 ans. Dans cette autorisation unique pluriannuelle, sont définis des volumes qui sont à répartir entre irrigants et par bassin versant, voire sous-bassin versant. Ces volumes découlent d'une étude volume prélevable qui avait été faite à l'époque sur chacun de ces territoires avec répartition des volumes par usage, donc eau potable, industrie et irrigation. Chaque année, on doit définir un plan de répartition annuel par ZRE qui est validé par un comité technique et soumis par délibération au bureau de la Chambre d'agriculture, qui permet d'obtenir une autorisation de prélèvement par exploitation et par sous-bassin versant. Dans la zone blanche, hors ZRE, on a eu un volume qui a été défini par M. le Préfet, qui est un volume maximum à répartir entre irrigants. Et donc là, on rentre dans le cadre de la procédure mandataire et on demande une autorisation annuelle groupée. Et donc, on obtient une autorisation de prélèvement par exploitation et par bassin versant. Alors, juste pour les chiffres par rapport aux consommations en irrigation, on consomme entre 1 500 000 et 5 500 000 m3, ce qui représente à peu près 3% des prélèvements tout usage confondu. 34% de ces volumes servent à alimenter les retenues, des 3 associations syndicales autorisées que je vais vous décrire ensuite. Et ces 3 associations syndicales autorisées sont situées dans les ZRE et elles concernent 38 exploitations. Donc, vous voyez sur le graphique qui se situe à droite, là, on a la représentation de l'ensemble des prélèvements de 1997 à 2020
sur l'ensemble du territoire. Alors, vous voyez qu'il y a une forte diminution en 2007, c'était une année très, très pluvieuse. 2008, il y a eu la fermeture de la sucrerie d'Ezray, donc où là, on avait quand même pas mal de surfaces en betteraves qui étaient irriguées et donc qui n'étaient plus. Et donc ensuite, ce sont soit des printemps secs qui ont fait qu'on a des consommations assez importantes, et puis après, printemps et été sec, malheureusement. Les surfaces irriguées vont entre 1500 et 5500 hectares, ce qui représente à peu près 1,5% de la surface agricole utile de Côte d'Or, ce qui fait qu'on apporte en moyenne 1000 mètres cubes à l'hectare, ce qui n'est pas énorme. Donc, si on compare bien évidemment par rapport à l'Espagne, pour donner un ordre de grandeur, ils sont à 4800 mètres cubes hectares et la moyenne en France est de 1700 mètres cubes à l'hectare. Les cultures que l'on irrigue principalement, donc, ce sont les légumes, les protéagineux et les productions de semences. Si les printemps sont secs, on peut avoir également de l'irrigation sur céréales. Alors, juste pour vous donner un aperçu justement des problématiques que l'on a sur l'ensemble des bassins versants, donc en ZRE, là vous voyez les zones en rouge, donc ce sont des zones où déjà dans les sous-bassins versants pour lesquels on a des volumes qui nous ont été définis, donc les volumes prélevables, on est déjà en tension. Ça veut dire que chaque année, sur ces secteurs-là, les demandes des irrigants dépassent les volumes qui nous sont attribués. Donc, on doit appliquer en fait des règles de restriction et de diminution des volumes qui seront attribués aux irrigants. Alors, sur ces secteurs, bien évidemment, c'est assez problématique puisque il faut arriver à diminuer les besoins. Donc, il y a des réflexions sur les productions de cultures moins dépendantes de la ressource en eau pendant cette période critique, voire pour l'utilisation de matériel plus économe en eau et des outils d'aide à la décision, des pratiques qui permettent aussi l'optimisation, le stockage de l'eau dans le sol avec la matière organique, et puis bien évidemment la réflexion sur la réalisation de stockage. Alors, la Chambre d'agriculture, tout au long de l'année, elle conseille et elle informe les irrigants via des alertes irrigation que l'on élabore à peu près tous les 15 jours pour donc conseiller les irrigants par rapport à différentes cultures et par rapport à l'évolution de la météo. On accompagne dans tout ce qui est projet collectif agricole ou multi-usage. Et puis, on aide à la réflexion sur l'évolution du changement climatique et la faisabilité à long terme donc, des productions via l'outil Chambre Climat 21. Ensuite, la Chambre, elle informe et elle représente aussi, bien évidemment, avec l'aide du syndicat des irrigants, donc l'ensemble des irrigants, lors des cellules de veille, lorsqu'il y a des restrictions. Et également, on est dans la réflexion de l'élaboration d'un schéma départemental d'irrigation pour donner les grandes lignes de l'irrigation, enfin des productions futures et de l'irrigation dans le futur. Alors, je vous propose de passer donc à la deuxième partie avec les réalisations qui ont été faites. On a 3 associations syndicales autorisées qui ont été constituées. Donc, la première en 2008 qui est l'ASA du Bamont, qui représente 300 000 m3 stockés avec 3 bassins. Je vous le détaillerai après. L'ASA de la Biètre, donc, qui a été constituée en 2010, 800 000 m3 stockés et qui fait suite à l'aménagement des anciens bassins de la sucrerie d'Ezray. Et puis la dernière association syndicale autorisée, donc l'ASA du Champézon, qui a été constituée en 2015, qui a un stockage de 130 000 m3 pour l'irrigation sur un bassin de 220 000 m3. Mais ça, je laisserai M. Chadeuf donc le décrire plus en détail. Le stockage de l'eau représente à peu près 25% donc, des consommations d'irrigation, sachant qu'en Espagne, on est à 48% en France, 48% de stockage, et en France à 4,7%. Alors, ces stockages, ils permettent le maintien des filières, ils permettent bien évidemment des contractualisations de cultures particulières. C'est une solution vis-à-vis de la moindre disponibilité de la ressource en période d'étiage, et donc, par conséquent au changement climatique, et elles permettent également de créer de nouvelles zones de vie, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Alors, par rapport à l'ASA du Bamont, qui a été constituée en 2008, c'est un collectif de 8 exploitations
avec 3 bassins. Il y en a un de 105 000 m3, un autre de 66 700 m3 et 88 000 m3. 17 km de réseau ont été créés pour pouvoir irriguer 300 hectares. Donc, ce projet, cette réalisation a coûté 2 300 000 € avec 70% d'aide en provenance de l'Agence de l'eau, du Conseil départemental et du FEADER. Et donc, pour les irrigants, ça leur revient à 0,39 € par mètre cube engagé. Concernant la ZAD La Viette qui a été constituée donc en 2010, donc ce sont 22 exploitations qui se sont regroupées. Donc, suite donc à la réhabilitation des anciens bassins de décantation de la sucrerie d'Ezray. Donc, ces bassins donc, permettent de stocker 640 000 m3 avec un réapprovisionnement possible jusqu'à 800 000 m3, donc qui sont autorisés. Il y a une obligation de maintenir un volume minimum pour la faune aquatique en période donc, où le niveau d'eau est au plus bas dans les bassins. Et puis, donc, il y a eu 60 km de réseau de créé pour pouvoir irriguer, donc rendre irrigable 1800 hectares. Ce projet a coûté donc 7 300 000 € avec donc 80% d'aide qui provenait donc du FEAGA, lié au PRN sucre. Et donc, ça revient aux producteurs à 0,25 € par mètre cube engagé. Alors là, je vous ai parlé de ce qui a été réalisé. Donc là, on a maintenant des projets qui sont au tout début. Ce sont des esquisses. Donc là, on a un projet collectif multi-usage. Alors là, les réalisations que je vous ai présentées, ce sont des réalisations donc 100% agricoles. Alors que là, les projets vers lesquels on tend actuellement, ce sont plutôt des projets collectifs multi-usage. Donc là, on est dans le secteur de Chevigny, Quétigny, Couternon pour ceux qui connaissent. Donc c'est plutôt donc Dijon est situé ici, c'est plutôt à l'est de Dijon. Donc c'est là où on voit l'ensemble des parcelles colorées. Ce projet regroupe 3 communes, 2 centres équestres, 2 centres de réinsertion, 8 exploitations et un golf. À l'heure actuelle, l'ensemble de ces acteurs donc, consomment de l'eau qui provient à 10% pour la récupération d'eau de pluie, 19% pour le réseau d'eau potable, 26% en prélèvement en puits et 44% en rivière. Donc l'objectif de ce projet, c'est bien sûr de s'affranchir du manque d'eau en période d'étiage, donc de remplir une retenue lorsque la ressource est disponible, donc soit via un puits, soit également via un projet d'une zone artisanale donc, et de toute la partie qui sera imperméabilisée, donc de pouvoir récupérer cette eau. C'est également de pouvoir substituer donc, les prélèvements qui se font directement en rivière et les prélèvements qui sont effectués sur le réseau d'eau potable. L'estimation des besoins de stockage s'élève actuellement à 372 000 m3. Et donc, cette eau sera destinée, bien évidemment, donc à l'irrigation de cultures telles légumes et grandes cultures, les terrains de sport, golf, manège des centres hippiques et les jardins familiaux. Donc ça, c'est un projet que je vous présente, mais on en a un autre qui est encore un petit peu moins avancé. Alors, pour ce projet-là, actuellement, on a déjà rencontré donc, monsieur le préfet, on a rencontré des financeurs. La problématique que l'on a donc en Côte d'Or et en Bourgogne-Franche-Comté, c'est que dans notre plan de développement rural, il n'y a pas de lignes qui nous permettent d'appeler des cofinancements. Et donc, de ce fait, on a un gros problème de financement. Donc, c'est un projet pour l'instant qui est un peu bloqué à cause de ça, puisque sinon, finalement, les réflexions vont dans le bon sens. On est donc dans un projet multi-usage. On est sur un territoire en déficit quantitatif, puisqu'on se situe donc en ZRE. On a un plan de gestion de la ressource en eau, donc les PGRE, avant les PTGE, qui mentionne que dans ce secteur-là, il doit y avoir des projets collectifs qui doivent se mettre en place. Donc, on est tout à fait dans la lignée de ce qu'il faut faire, mais par contre, on a la problématique financière. Voilà, je laisse la parole à monsieur Chadeuf. Merci Laure. Donc, je me présente, donc Pascal Chadeuf, je suis président du syndicat des irrigants de Côte d'Or et je suis président donc, de l'ASA du Champaisan, pardon, donc je vais vous présenter. Donc, l'ASA du Champaisan, c'est une collectivité qui gère de l'irrigation.
Alors, la ZAD du Champaisan, elle a été créée au moment de la création du zone d'activité économique sur la commune de Fauvernais. Et donc, ce projet a été porté par la communauté de communes. Et à la tête de la présidence de la commission économique, nous avions un agriculteur. Et cet agriculteur avait visité plusieurs projets d'urbanisation dans la France. Et pour lui, il était inconcevable qu'il y ait une zone de production agricole qui parte sans compensation économique. Et donc, la compensation économique nous a été faite par la collectivité en créant un bassin de retenue. Et donc, ce bassin, il a la particularité de récupérer les eaux de pluie des parkings et des toitures. Ces eaux, elles sont décantées, débourbées, déshuilées par des bassins qui sont en aval en amont du bassin de stockage. Voilà. Ce bassin aussi, il a la particularité d'avoir 3 fonctions. Donc, il a un volume de 130 000 m3 qui sont réservés à l'irrigation. Donc, j'ai une convention de mise à disposition qui a été signée avec la communauté de communes pour une durée de 15 ans. On a un volume de 63 000 m3 qui est réservé pour le soutien d'étiage du Champaisan. Donc, c'est le cours d'eau qui est en aval du bassin. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un débit de fuite au fond du bassin qui alimente régulièrement ce cours d'eau. Et donc, on n'a jamais d'assec par rapport à tous les problèmes qui ont été évoqués avant sur le bassin de l'Armançon et autres bassins à la rigueur qu'on n'a pas évoqués ce matin. Et la particularité aussi, il y a 28 000 m3 donc dans ce bassin qui doivent toujours être disponibles pour pouvoir accueillir la pluie trentenale. Donc, sauf erreur de ma part, ça représente un cumul de pluviométrie de 120 mm sur une période de 24 heures. Parce que tous les aménagements, enfin le cours d'eau que je vous ai cité, ne seraient pas capables de recevoir donc en 24 heures les volumes d'eau de cette zone. Donc, la ZAD du Champaisan, elle a financé donc, 8 km de réseau pour irriguer 300 hectares. Donc, aujourd'hui, le coût a été de 565 000 €. Donc, uniquement, je répète peut-être, mais ça représente que les installations de pompage, les pompes, le local technique avec les automates, les réseaux enterrés avec les bouches. Et nous sommes à un coût de revient de 62 centimes d'euros du mètre cube engagé, mais que les installations, puisqu'on n'a pas à charge le bassin, hormis l'entretien paysager, enfin tout ce qui est tonte, voilà. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc voilà, là c'est un petit schéma simplifié donc du cheminement de l'eau, donc avec l'entreprise majoritaire sur la zone donc qui est FM Logistique. Donc la zone c'est 56 hectares qui sont urbanisés. FM Logistique à eux seuls en couvert, ils sont à 110 ou 120 000 m² couverts de bâtiments. Donc, comme je vous l'ai dit, donc les eaux sont acheminées après directement dans des bassins de décantation. Après, elles sont pompées pour passer dans des déshuileurs, des bourbeurs, pour être acheminées donc dans les bassins de stockage où l'eau est reprise en période d'irrigation. Aujourd'hui, avec du recul, donc quand il tombe à peu près 10 mm d'eau sur la zone, ça m'apporte entre 4 et 5 000 m3 d'eau dans le bassin. Donc aujourd'hui, mon souci, c'était une crainte au départ, c'était le réemplissage. Mais moi, pour moi, aujourd'hui, c'est plus un souci, puisque avec la pluviométrie, malgré le changement climatique, la pluviométrie, elle tombe, on a les mêmes cumuls. Par contre, elle est moins bien répartie. Donc aujourd'hui, le problème que tout le monde se pose, c'est de ne pas regarder la pluie tomber et de la laisser partir, il faut la retenir. Voilà. Donc, comme l'a souligné Laure dans ses propos, aujourd'hui, les filières viennent à nous, puisque aujourd'hui, on ne peut pas engager, contractualiser une production style pommes de terre, oignons ou maïs semences si on n'a pas l'irrigation. On est sollicité aussi par les firmes de semences pour faire des parcelles d'essai, puisque avec l'irrigation, on peut obtenir des conditions optimum de production. En contrepartie, par rapport à ce projet de bassin, on a eu une obligation de fermeture de 11 points de prélèvement, puisqu'on prélevait par rapport à des forages qui étaient dans la nappe.
Donc, nous, la nappe, c'est une nappe superficielle. On est entre 3 et 4 mètres, suivant la période quand on est en pompage. Aujourd'hui, quand on a le rechargement des nappes, on a la nappe à 1,50 m sous nos pieds. Voilà. Donc, les 9 km de réseau, les cultures. Donc, par rapport au financement, donc, on a eu une aide de l'agence de l'eau de 30%, le conseil départemental 10%. On a eu les aides FEADER. Donc, comme l'a souligné Laure, on était le dernier projet à être financé sur le département, puisqu'à l'époque, les aides européennes, elles étaient gérées par la DRAF. Et à partir du moment où on a eu l'abondement des aides FEADER, les autres financeurs, cofinanceurs peuvent apporter leur soutien, chose qu'on n'a pu aujourd'hui, puisque aujourd'hui, donc, comme l'a dit Laure, il n'y a pas dans le PDR, donc au niveau région, il n'y a pas de ligne qui est créditée pour l'irrigation. De ce fait, on a les autres financeurs qui ne peuvent pas apporter leur concours. Et du coup, à l'ASA, donc dans notre cas, dans mon cas propre, il restait 20% d'autofinancement. Voilà. Y a-t-il une autre diapo? Non. Donc, je vais laisser la parole à Laure. Donc, juste pour terminer, donc faire un point donc, sur les leviers et les freins. En fait, pour nous, le préalable à tout projet, bien évidemment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est bien une réflexion sur la production de culture moins dépendante de la ressource en eau pendant la période critique. C'est bien réfléchir aux pratiques qui permettent d'optimiser le stockage de l'eau dans le sol avec le travail, enfin, c'est de l'agronomie. Hein. Utiliser donc des matériels plus économes en eau et puis utiliser des outils d'aide à la décision. C'est au maximum pouvoir essayer de récupérer les eaux de ruissellement et c'est réfléchir ensuite, après avoir réfléchi à l'ensemble de ces points, pouvoir dimensionner le stockage en période où l'eau est disponible. Et après, le dernier point, donc par rapport aux freins, c'est ce qu'on a dit, hein, et c'est ce que Pascal a remis en avant, c'est par rapport au financement. C'est aussi par rapport aux contraintes des financeurs, parce que par rapport au projet que je vous ai évoqué sur Quetigny, on avait mis en avant le fait de pouvoir finalement alléger le prélèvement en eau potable sur le réseau grâce au stockage qu'on allait faire, sauf qu'on a eu comme information par rapport à l'agence de l'eau de nous dire, écoutez, l'eau potable en période d'étiage, elle provient de la Saône et la Saône n'est pas en zone de répartition des eaux, donc vous n'êtes pas en substitution. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui s'est rajouté à notre problématique. Et puis malgré tout, dans les freins, il y a quand même les lourdeurs administratives. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Donc, il y a quelques questions concernant le financement, justement, puisque vous avez terminé là-dessus. Une question sur savoir qui finance le conseil technique aux irrigants et une question plus spécifique sur l'aide du FEAGA, sur les modalités en fait, d'obtention de cette aide et de qui peut l'avoir, du dispositif en général. Alors, par rapport au financement FEAGA, c'est un financement qui avait été mis en avant suite à la fermeture de la sucrerie d'Ezray. Donc, c'était dans le cadre bien spécifique du PRN sucre. Donc, après, voilà, je ne sais pas quelle est la poursuite possible. Je ne sais pas. Nous, c'était vraiment par rapport à la fermeture de la sucrerie. Okay. Et du coup, sur le conseil technique aux irrigants, qui est-ce qui finance ce conseil ? Alors, le conseil, il est intégré lorsque les irrigants élaborent leur demande de volume pour l'année à venir. C'est intégré dans le coût de l'étude d'incidence qui est réalisée. Et puis, il y a une partie également qui est financée par le syndicat des irrigants. Ok. Une question aussi sur les pertes par évaporation et par fuite ou défaut d'étanchéité des retenues. Est-ce que vous avez une idée ou des études qui évaluent ces pertes ? Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué comment ces bassins étaient étanchéifiés. Finalement, on a plusieurs. Nos 3 ASA ont des systèmes d'étanchéification différents. L'ASA du Bamont, c'était par de l'argile, il n'y a pas de bâche.
Le souci, c'est que lorsque les travaux ont été réalisés, les bassins ont été faits sur des parcelles qui étaient drainées. Et malheureusement, il y a eu des restes de drains. Donc du coup, il y a des pertes dans ces bassins, mais qu'on ne peut pas qualifier, on ne peut pas les attribuer finalement, on peut les attribuer à un manque d'étanchéification, mais c'est dû parce que les travaux ont été mal faits au départ. C'est pas l'argile qui n'était pas assez étanche. Ensuite, on a un autre, donc pour la ZAD de la Biètre, là, ce sont des bâches. Le souci, c'est que c'était, comme je vous l'ai expliqué, la réhabilitation des anciens bassins de décantation, donc avec pas mal de matière organique en dessous. Lorsque les travaux ont été faits, on espérait que toute la matière organique n'allait plus être là, sauf qu'il y en reste encore. On a beaucoup de gaz qui sont sous ces bâches. Et donc, du coup, on a des soucis également. On a dû refaire des espèces de petites cheminées pour essayer d'évaporer, en fin de compte, pour pouvoir faire partir ce gaz. Là, normalement, il ne devrait pas y avoir de fuite. Mais finalement, on a des soucis autres. Là, normalement, il n'y a pas de problème. Après, les problèmes qu'il peut y avoir, mais qui ne sont pas liés aux travaux, qui sont liés à des problèmes de personnes qui viennent prendre des bâches, voler des parties de bâches. Donc, voilà. Ça, je pense que Pascal, vous pouvez m'appuyer par rapport à ça et aux problématiques de dégradation extérieure. Oui, bah après, là, c'est un problème vraiment sociétal. Donc, après, quand Laure parle de bâche, c'est de la géomembrane, donc qui résiste à tout, que ce soit au niveau ultraviolet, enfin, les garanties 30 ans dans le temps. Aujourd'hui, elle fait la convoitise de pas mal de monde et c'est vrai que donc, la ZAD de la Biètre, ils sont soumis régulièrement à des vols de bâches. Les gens viennent et ils découpent, je ne sais pas, une centaine de mètres carrés de bâches. Alors après, pour leur utilisation personnelle ou pour le fait de dégrader, mais enfin, ça devient vraiment dramatique. Effectivement, comme l'a souligné Laure, malgré tout, le bureau d'études avait anticipé aussi ce problème de fermentation puisqu'il avait fait, avant d'étanchéifier, il avait fait des tranchées drainantes en dessous justement pour faire évacuer les effets de gaz. Donc visiblement, elles ne doivent pas être suffisantes, malheureusement. Après, moi, concernant mon bassin, j'ai eu un autre souci parce que quand ils ont fait le bassin, ils ont monté les digues un peu trop hautes et puis pour quelques centimètres, mon bassin est classé comme barrage. Donc aujourd'hui, c'est à charge de la communauté de communes, bien évidemment, mais qui doit avoir un suivi très, très rigoureux avec des relevés piézométriques aujourd'hui qui sont, avec le temps, qui sont bien plus décalés dans le temps, mais qui, au premier remplissage, ont été très contraignants puisqu'il y avait un relevé par semaine à réaliser par des cabinets d'études. Voilà. Alors, par rapport à l'évaporation, certes, on est conscient qu'il y a de l'évaporation, mais bon, c'est de l'évaporation d'eau qui ne devrait plus être là si elle n'avait pas été stockée, puisque effectivement, elle serait partie dans la Méditerranée. Alors aujourd'hui, c'est le gros point que l'on a sur le projet de Tigny et Couternon. Donc, comme l'a souligné Laure, c'est un projet qui est proche de l'agglomération. Alors là, de l'agglomération Dijon se veut d'être une agglomération je veux dire pionnière, puisqu'elle voulait être capitale verte européenne. Donc, elle prêche pour les productions locales. Mais quand on veut une production locale, il faut mettre les moyens pour pouvoir accompagner la production. C'est souvent ce que je dis, je le répète souvent en cellule de veille. Aux gens, vous n'allez pas leur faire manger des haricots verts produits en sec, parce que même les lapins n'en voudront pas. Les pommes de terre, alors on prône l'irrigation pour de la culture intensive, mais aujourd'hui, par rapport au changement climatique, l'irrigation, elle est là pour la qualité. Les pommes de terre, on plafonne en rendement parce qu'il fait trop chaud, donc les cultures, elles s'arrêtent de produire. On irrigue pour refroidir les buttes, pour ne pas faire de la pomme de terre pré-cuite. On en arrive presque là aujourd'hui. Et donc, effectivement, le représentant de Dijon Métropole, aujourd'hui, il met en avant l'évaporation. J'en suis tout à fait conscient, mais c'est toujours aussi bien que les sablières qu'on a sur notre secteur où c'est la nappe qui est à ciel ouvert et là, ça ne pose de problème à personne. Et comme l'a souligné Laure aussi tout à l'heure, donc comme nous sommes en zone de répartition des eaux, donc nous avons un volume à répartir entre tous les usagers et il faut savoir que sur certaines communes, aujourd'hui, l'urbanisation est freinée
par le manque de disponibilité de la ressource. Alors, le problème, c'est que Dijon n'est pas sur un grand fleuve ou n'a pas un cours d'eau qui passe sous sa ville. Elle va chercher l'eau dans la Saône à 35 ou 40 km. Et aujourd'hui, elle se permet de donner des leçons de morale à la ruralité. Voilà, donc c'est des problèmes un petit peu politiques et qui engendrent des tensions. Et j'espère qu'on arrivera à avancer dans le bon sens. Voilà. Merci, Monsieur Chadeuf. Merci, Madame Ollière. Il est déjà 11h20. Je vous propose qu'on en reste là. C'était une première mise en bouche et on a appris beaucoup de choses déjà. Je vous en remercie tous. Je pense qu'il y a beaucoup de frustrés aussi parce qu'il n'y a pas eu réponse forcément à toutes les questions, certaines qui étaient pointues, mais on le savait qu'on n'allait pas pouvoir répondre à tout non plus. C'est que le début. Que dire avant de passer la conclusion à Christophe Pron? Je voulais apporter, pardon, excusez-moi, je voudrais rajouter encore quelque chose et puis ce sera le dernier point. J'ai vu qu'il y avait une question par rapport justement au milieu et au projet multi-usage. Si aujourd'hui des projets sont en cours ou en réflexion, il faudra associer vraiment tout le monde dans la réflexion, pas uniquement les agriculteurs. Et moi, je vois mon cas personnel, donc avec le débit de fuite, évidemment, on alimente le cours d'eau en aval et ben, quand il y a de l'eau dans un cours d'eau, on a de la faune, on a de la flore. Voilà. Et je pense aujourd'hui que nous sommes arrivés à une période où on est en train de récupérer la politique désastreuse de la loi sur l'eau. Enfin, je suis peut-être un peu brut, vous m'excuserez, mais bon, je suis paysan, je suis terre à terre. Et je suis peut-être un peu trop réaliste, mais enfin aujourd'hui, on évoque beaucoup de cas en cellule de veille et c'est où tous les éléments qui ont été mis à certaines époques sur les cours d'eau. Alors, je suis pour la continuité écologique, bien sûr. Je ne parle pas forcément de barrage, mais je parle uniquement de petits seuils pour relever un petit peu l'eau. Mais dès qu'il y a de l'eau, il y a de la vie et il y a de la flore et il y a des animaux. Voilà. J'en terminerai là aujourd'hui. Par contre, que ce soit moi ou Laure, on est disponible pour vous apporter d'autres informations si vous le jugez nécessaire. Voilà. Je vous remercie. Merci pour votre disponibilité. Je voulais juste compléter, moi, justement, effectivement, pour dire que toutes les questions qui ont été posées, ce sera peut-être l'occasion de rééplucher à tête posée pour vous apporter des réponses pour ceux qui les ont posées. Les questions très pointues, le fait que ce soit enregistré et qu'on ait la trace du chat, ça permettra de vous renvoyer des réponses. Je ne veux pas… voilà. Et maintenant, je laisse la parole pour la conclusion. À Christophe, on renvoie, hop, on retourne à 3. J'espère que vous m'entendez à peu près bien. Je suis un peu loin du micro. Écoutez, ça a été un rendez-vous fort intéressant. On s'est tous posé la question, on n'est pas si loin que ça les uns des autres, donc on vit à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire à la fois des années de sécheresse très perturbantes, très impactantes sur les exploitations, sur la distribution d'eau aussi pour les communes. Nous aussi, on a eu des communes ravitaillées par camion. On a aussi vécu 2018 où il y a eu des crues surabondantes et surlongues en termes de temps pour préserver des inondations. La région parisienne, on a fait surinonder des vallées comme celle de la Seine et de l'Aube. Alors tout le monde a envie de réguler, à la fois de profiter de l'eau qui tombe, parce qu'effectivement, comme ça a été dit, c'est pas qu'il en tombe tellement moins, c'est plutôt que sa répartition sur l'année est moins régulière. Ce qui fait que dans les deux cas, on peut apporter une solution collective, à la fois pour valoriser la pluie qui tombe, éviter les crues et aussi permettre de constituer des réserves utiles, autant pour l'élevage que pour les cultures, et sachant que les solutions, elles peuvent être différentes. Et je pense que là-dessus, donc les deux chambres de la Marne, de la Haute-Marne et de l'Aube ont voulu conduire une réflexion commune parce que on a eu tous les mêmes réactions en se tournant vers les pouvoirs publics, en allant vers la région parisienne et les autorités qui régulaient les flux et la gestion des lacs réservoirs. Mais on voit bien que la réponse, elle se veut aussi d'optimiser des réserves locales. Donc, n'attendons pas tout du national, surtout on risquerait d'être déçus
Donc, occupons-nous aussi d'avoir sur place et de faire bien. C'est pas de se dire on a la science infuse et toutes les compétences, loin s'en faut. C'est de se dire on va regarder comment les choses fonctionnent chez ceux qui les ont déjà entamées. Donc, c'est vrai pour le département de la Côte d'Or, c'est vrai pour le département du Loiret qu'on étudiera, dont on aura des témoignages le 27 janvier prochain, qui sera notre prochain rendez-vous. C'est extrêmement utile. Beaucoup de choses ont été dites. Et ce qu'il faut, c'est en garder. Moi, j'ai l'habitude de prendre beaucoup de notes et mon horreur, c'est qu'elles ne soient plus utilisables parce qu'il y en a trop. Donc, ce qu'il faut, c'est garder les lignes forces. Moi, je retiens comme ligne force aujourd'hui, c'est que l'approche, elle se veut multipartenariale. Elle se veut vraiment à la fois pour répondre aux problèmes des communes, aux problèmes des agriculteurs, éleveurs ou polyculteurs, et aussi d'autres partenaires que sont les gestionnaires d'eau. Donc, c'est cette approche-là. Alors, c'est vrai que des fois, on a le sentiment qu'à force de concertation, on n'avance pas trop. J'espère que du côté de l'administration, on aura aussi une sorte de sensibilisation. Je sais que j'étais de ceux qui sont partisans de les impliquer, même déjà, d'ores et déjà, dans ces démarches de sensibilisation, justement pour pas qu'ils se sentent à l'écart et après obligés. On a déjà vu ça sur d'autres projets. Donc, autant qu'on soit à peu près au même degré de connaissance et de sensibilisation sur les questions, sur les problèmes, les initiatives. Moi, je remercie beaucoup tout le monde, évidemment, toutes les personnes qui ont contribué au bon fonctionnement, Clara, Cécile, mais aussi toutes celles qui ont mobilisé de leur temps pour nous livrer ces témoignages, ces réflexions. Et j'aurais tendance à dire, si c'est une conclusion, c'est vraiment que de la matinée, parce qu'on est vraiment au début de la démarche, et la démarche, elle se veut être à la fois rapide, parce que l'urgence sur certaines exploitations, dans certains bassins d'élevage ou de culture, et il est très immédiat, les besoins sont très immédiats d'avoir des réponses. Il en va de la survie des exploitations. Et que plus la réponse elle sera partagée avec d'autres partenaires, moins on aura des confrontations douloureuses entre l'agriculture et ceux qui aiment bien mettre de l'huile sur le feu. Donc l'eau, effectivement, c'est vecteur de vie. Il ne peut pas y avoir d'agriculture sans eau. Donc sachons continuer cette démarche. Je vous donne le prochain rendez-vous, donc c'est le 27 janvier. Peut-être Cécile reprendra la parole pour vous le rappeler plus en détail avec le témoignage du Loiret. Mais un grand merci à la Côte d'Or et à tous ceux qui ont contribué à cette réunion aujourd'hui. Et je veux qu'on garde cette dynamique parce que vous savez, en agriculture, on a l'habitude de passer d'un problème à un autre et puis une saison à une autre, mais il faut vraiment qu'on essaie de ne pas lâcher la dynamique qui est lancée aujourd'hui. Je remercie à tous et si tu veux ajouter un mot, Cécile, au cas où j'ai loupé quelque chose, n'hésite pas. Ou Monsieur Poulot. Non, c'est parfait. Donc, on a bien entendu vos demandes. Donc, on vous transmettra les diaporamas pour que vous ayez la matière à demeure. Et puis, on prépare un article. C'est Aurélie qui était notre petite journaliste attitrée du jour dans les journaux agricoles sur cette visio. Voilà, merci. Et puis, on vous renverra les codes visio comme on a fait la veille pour le 27. Merci beaucoup. Bonne continuation.